Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue. J'ai le plaisir de vous recevoir cet après-midi avec Charles de Boudemange. On va se présenter tout de suite. Hop, je pense que c'est par là. Voilà. Je suis David Escholzer, spécialiste du référencement naturel depuis un petit moment. Je suis dirigeant et fondateur de l'agence WAM. Voilà, je m'intéresse évidemment beaucoup au search et à ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire l'invitation de l'IA dans le monde du search. Et j'ai la chance d'être accompagné par Charles, mais je te laisse te présenter. Merci David et bonjour tout le monde. Effectivement, donc Charles, chez Microsoft Advertising. Donc moi je suis directeur de clientèle, j'accompagne les agences et les marques dans leur stratégie digitale, puisque en fait on s'est transformé Microsoft Advertising là sur les 3-4 dernières années. On fait plus que du search. On a aussi, on fait de la vidéo, on commercialise Netflix, on fait du retail média, donc voilà, on englobe un peu tout cet écosystème. Et du coup, merci pour l'invitation et ravi de pouvoir échanger avec vous sur l'IA appliquée au search et qu'est-ce que ça implique avec les quelques insights qu'on a. Eh ben, je t'invite on s'installe et on va entamer ce sujet, donc qui sera abordé sous forme d'interview, parce qu'il y a pas mal de questions qui s'imposent. Je vous propose de situer d'abord un petit peu le décor, parce que depuis le lancement, et ça n'aura échappé à personne, de l'IA générative GPT en novembre 2022, et finalement c'est l'ensemble de l'écosystème marketing digital qui s'est transformé et qui, je dirais même, a été totalement secoué. Secoué parce que par les promesses de l'outil, on en a eu quelques échos ce matin dans des interventions, c'est-à-dire des promesses de gain de temps, des promesses de gain de créativité, on en parlera avec Charles d'ailleurs, et par conséquent de productivité aussi. Mais il y a aussi des craintes, et comme toutes les technologies de rupture, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, il y a la possibilité d'un affaissement de la qualité des écrits. La prolifération de comportements malveillants ou manipulatoires, des craintes sur la propriété intellectuelle, c'est les sujets du moment, pour ne citer que les principales craintes. Mais en tout cas, 18 mois plus tard, après ce lancement de GPT, le tour de force réussi par OpenAI tient dans sa pertinence, bien sûr, et ses capacités bluffantes, mais aussi et surtout par, je pense, le véritable tour de force pour moi, c'est dans la simplicité de son interface, et l'interface no-code, puisque tout le monde est en capacité de l'utiliser. Pour ceux qui étaient déjà là il y a 2-3 ans, qui avaient fait les formations de Vincent Terrazi, il fallait un peu de travail avant que ça puisse générer du contenu. ChatGPT, là, ça s'est vraiment simplifié. Donc tout ça est accessible, compréhensible par tous, entrée par texte, entrée par vidéo, ou l'image, ou la voix. En tout cas, le search, et on arrive à notre sujet principal, le canal d'acquisition en ligne des marques, s'en trouve lui aussi complètement secoué. Et depuis 20 ans, évidemment, ceux qui l'ont connu depuis 20 ans, le moteur de recherche principal, les moteurs de recherche et le moteur de recherche principal Google, c'est le premier lieu de rencontre entre un utilisateur et une marque. Et durant ces 20 dernières années, il faut dire qu'il y a quelques Google-like qui ont bien tenté leur chance et qui ont essayé de grignoter des parts de marché, mais sans succès. Mais là, on voit que dans la foulée du lancement de ChatGPT par OpenAI, Microsoft a annoncé assez rapidement l'arrivée de Copilot, un agent conversationnel musclé à ChatGPT, embarqué dans Bing, et on va voir ça un peu plus près, son moteur de recherche, et puis depuis peu, directement accessible dans la suite bureautique Microsoft 365, prenant Google clairement de vitesse. Tous les SEO l'ont un jour eu en tête, arriverait le jour où l'on passerait d'une situation où l'on recherchait la réponse parmi 10 liens bleus, ok, et 4 liens payants aussi, mais on passerait de cette situation à une situation où, lors d'une conversation, un agent intelligent, musclé à l'IA, irait chercher les éléments de réponse à notre question, disséminés un peu partout sur le web, dans les confins du web, en temps réel, de façon personnalisée, une réponse unique et même multimodale.
quelle que soit notre demande. Et je crois qu'en 2024, on est entré dans cette ère. En tout cas, l'arrivée de Copilot, pour moi, c'est la première manifestation de la transformation du search qu'on est en train de vivre. Voilà, du moteur de recherche à l'ère conversationnelle ou moteur de réponse. On va voir ça. Et oui, on va voir ça, exactement. Alors justement, pour approfondir notre sujet et pour les mois à venir pour chacun, j'ai préparé un certain nombre de questions avec Charles. Les premières étant sur la partie de la genèse du partenariat de Microsoft avec OpenAI. Donc ma première question, Charles, c'est quelle est la genèse de la collaboration entre Microsoft et OpenAI, tout simplement? Alors, avant tout de suite de répondre à la question, ce qui est vrai, c'est que Microsoft et l'intelligence artificielle, ça fait plus de 30 ans finalement qu'on travaille dessus, et c'est dans cette suite logique qu'on a renforcé finalement le partenariat avec OpenAI, parce qu'il s'est fait en 2 temps. On a eu un premier investissement qui s'est effectué en 2019, et en 2023, on a accéléré avec un nouvel investissement. L'idée de celui-ci, c'était de rendre accessible à tous les technologies et les avantages de l'IA générative, et donc ça se traduit par nous on accompagne OpenAI sur la partie infrastructure et sur notre cloud Azure, et en contrepartie ils nous octroient des droits d'accès à leurs produits qu'on a su intégrer donc dans plusieurs outils, à la fois 365 mais aussi Edge, Bing, etc. Okay. Tu me parlais même, quand on préparait ce point-là, de la construction d'un super ordinateur. Exactement. En fait, le partenariat, parfois, il s'inscrit au-delà du simple IA. Donc, l'investissement qu'on a fait chez OpenAI a permis aussi OpenAI de construire un super ordinateur. Il y a quelques actualités qui sont sorties ces derniers jours, je crois, même les dernières semaines. Et puis... si on revient sur le sujet du search, on a aussi su créer de l'interopérabilité finalement entre les plateformes, puisque au tout début de ChatGPT, donc c'était fin 2022 si je dis pas de bêtises, n'était pas indexé, ou en tout cas pas connecté à Internet. Ce qu'on a fait en mars 2023, c'est que du coup on a créé cette interopérabilité. Donc Copilot a été lancé dans Bing, et en contrepartie on donnait la possibilité aux utilisateurs de se connecter à Bing au sein de ChatGPT. Donc voilà, c'est vraiment dans une logique de partenariat qu'on s'inscrit avec OpenAI. Microsoft a montré une grande réactivité effectivement suite à la sortie de ChatGPT, parce qu'en quelques mois finalement, quelques mois ont suffi à intégrer GPT dans Bing, puis 365 et dans d'autres produits, tu pourras nous le dire. Et comment se sont passées finalement les coulisses de cette opération d'envergure même? Ce qui est vrai, c'est que début 2023, on est plutôt passé d'une boîte de tech à une boîte de RP, puisqu'on sortait toutes les semaines des annonces de Copilot dans chacun de nos produits. Oui. La réalité, pour être un peu plus sérieux, c'est qu'on est surtout ravis de voir Copilot qui est intégré nativement, encore une fois, dans l'ensemble de nos produits. Ça, c'est ce qu'on peut faire en grand public, mais aussi la face cachée, c'est que on a développé Azure OpenAI Services, qui permet de créer des solutions d'IA générative dédiées sur mesure en fonction des besoins de nos clients. Ça peut être de l'agent conversationnel, ça peut être une IA qui retranscrit les calls téléphoniques, ça peut être un GPT-like pour un annonceur en particulier. Donc voilà, on sait faire aussi du sur-mesure, avec un accent qui est très fort autour de la protection de la donnée, parce que c'est un des éléments différenciants entre OpenAI et Microsoft aujourd'hui. Et l'idée, bien entendu, c'est que aussi on est attendu au tournant, on va pas se le cacher, on sait que c'est des ressources qui sont assez importantes, et l'idée, c'est de pouvoir créer quelque chose d'assez impactant et d'utiliser l'IA comme étant un levier business qui apporte de la valeur et qui apporte de l'innovation. Bien sûr. Alors j'aimerais aborder un autre chapitre avec toi. Après la genèse, ce sont les usages, les comportements, puis quelques chiffres aussi, parce qu'on aime bien les chiffres. Alors justement, comment Copilot est-il intégré au search Bing aujourd'hui ? Tout simplement pour nous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors, on a effectivement préparé quelques vidéos pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de tester Copilot. On va prendre l'exemple aujourd'hui d'une personne qui cherche à changer d'assurance automobile. Donc en fait, la clé d'entrée de Copilot aujourd'hui, elle se fait sur bing.com, sur le moteur de recherche. Une fois qu'on a lancé en fait notre requête, on se rend compte que on n'a toujours pas de Copilot qui affiche ici. On a nos fameux liens sponsorisés. En revanche, là, on a le widget de Copilot qui apparaît.
qui donne des premiers éléments de réponse à l'internaute. On a aussi, comme vous avez pu le voir, des éléments qui poussent à la conversation, puisqu'en fait, de passer à comment changer d'assurance automobile, là, Copilot nous proposait d'en savoir un peu plus sur les frais de résiliation, et c'est là où, comme vous pouvez le voir, on est rentré dans Copilot. Donc on a de l'organique qui est pris en compte, on a on peut relancer la discussion avec les bulles bleues que vous voyez en bas de l'écran. Donc voilà, c'est un des premiers éléments sur lequel on peut rentrer par interface. Le deuxième élément, cette fois-ci, on va prendre l'exemple de l'assurance habitation. J'aimerais bien changer d'assurance habitation, comment je peux faire? On va effectuer notre requête, encore une fois, dans bing.com. Et en fait, juste en dessous de la barre de recherche, il y a un onglet Copilot. On va le voir tout de suite après. Donc on a toujours nos liens sponsorisés. Et là, si vous voulez, on va demander à Copilot de nous en dire un peu plus sur comment changer d'assurance habitation. Copilot génère la réponse, encore une fois, et on va le voir un peu plus en détail sur les éléments qui sont pris en compte, mais il y a un mix d'organique, et on va le voir tout de suite après, il y a également un mix de payant. Ça charge, mais vous allez voir, en plus c'est assez rapide dans les faits, mais en tout cas voilà, on va voir qu'on a des éléments qui sont ultra détaillés. On a déjà une première source de quechoisir.com qui est pris, de la Maïf, en bas vous pouvez voir justement toutes ces sources qui sont utilisées, et juste en dessous là vous avez 2 annonces payantes avec des visuels qui sont poussés. Ok, extrêmement intéressant. Alors j'aurais bien voulu voir mon client dans l'assurance, dans les sources, mais je le vois pas, mais c'est pas grave, c'était une parenthèse. Justement, à propos de Copilot gratuit, il y a une version pro, payante aussi. Quel est le modèle de langage derrière? Et puis en ce qui concerne la récence des informations, est-ce que ça s'arrête bien à décembre 2023, comme on le suppose, ou comme on croit le savoir en tout cas? Alors, Copilot utilise GPT-4 et GPT-4 Turbo dans toutes les offres. La version payante grand public, on va dire, donne un accès prioritaire comme vous pouvez avoir sur ChatGPT quand vous avez accès à la version payante. Vous avez le droit aussi à plus d'itérations avec l'agent conversationnel, et surtout ça rend également Copilot disponible dans toute la suite Microsoft 365. Ce qui est assez intéressant également avec la version entreprise, c'est que en fonction de ce qui a été paramétré avec les services IT de nos clients, on peut ouvrir Copilot aux ressources de l'entreprise, ce qui servirait un peu d'intranet géant. Donc là, vous avez un exemple de ce que donne Copilot quand on veut effectuer une recherche sur le web. On a plusieurs signaux qui indiquent qu'on est sur le web, donc notamment le toggle qui est en haut. On a plusieurs styles de conversation également qu'on peut demander à Copilot, si on veut que ça soit plutôt équilibré, si on veut que ça soit assez précis et ou plutôt créatif, puisqu'encore une fois, GPT-4 et 4 Turbo, il y a DALL-E derrière, il y a d'autres IA génératifs qui sont possibles. Et en revanche, derrière, si vous voulez accéder aux ressources de l'entreprise, en haut à gauche, normalement, vous allez avoir le logo de votre entreprise, et on rentre vraiment dans le mode travail qui n'est pas connecté à Internet. Et l'idée, c'est d'aller chercher encore une fois les ressources au sein de tout ce qui a pu être connecté. Voilà. Très bien. Et si on entre un peu plus dans la technique du modèle de langage qui est derrière Copilot, concernant la mécanique de contrôle qualité avant de servir une réponse à l'utilisateur, parce qu'on sait que ça il y a de nombreux biais, donc c'est un gros point. On sait, ou en tout cas on imagine avec pas mal de conviction pour certains SEO, que Google utilise le Knowledge Graph pour contrôler la véracité d'un certain nombre d'informations transmises, puisqu'il a créé sa propre base de connaissances. Chez Microsoft, est-ce qu'il y a un équivalent? Vous utilisez quoi comme verrou, je dirais, comme cadre, avant de recracher, si je puis dire, une réponse? Alors, avec Copilot, on a un peu développé une approche qui est innovante, celle d'apporter à la recherche web des grands modèles de langage. Pour ce faire, on va prendre plusieurs éléments en compte. Donc, quand un internaute effectue une requête dans Copilot, il y a effectivement la requête de l'internaute qui est prise en compte, l'historique des conversations récentes avec l'agent qui est également pris en compte, le métaprompt, les recherches web, et tous ces éléments-là sont envoyés comme entrée au nouveau modèle d'OpenAI. OpenAI va générer une réponse qui se base sur cette requête, sur les précédentes conversations pour donner davantage de contexte à la réponse, va utiliser le métaprompt pour être sûr que la réponse soit alignée avec les principes d'IA de Microsoft et avec l'intention de l'internaute, et enfin les recherches web pour que l'élément conversationnel que vous avez pu voir, ou en tout cas les réponses qui soient générées, soient adossées à du contenu qui soit déjà existant, déjà créé.
Depuis l'intégration, je regardais un petit peu mes notes. Oui, tu me parlais aussi, du nombre d'interactions possibles avec Copilot. Finalement, elles vont. Combien on en a dans une conversation? Combien on a le droit d'utiliser Écoute, on a fait plusieurs essais, on a même parfois un peu rétropédalé, puisque en fait le lancement de Copilot qui s'est effectué en février 2023, c'est un déploiement qui était assez massif, puisque vous pouviez le retrouver dans plus de 160 marchés, dans toutes les langues. C'est quelque chose qu'on a rendu assez disponible rapidement, et ce qui nous a permis bien évidemment de collecter beaucoup de données, d'identifier certains comportements qui étaient un peu déviants et qui cherchaient à dévier justement Copilot. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit le nombre d'itérations à 3 au début. Donc on a vraiment cadré la chose, et puis après au fur et à mesure d'identifier un peu ces patterns qui cherchaient à dévier l'agent. Aujourd'hui on est à 30. Ouais. Donc on peut vraiment aller chercher l'information, en tout cas on peut vraiment préciser nos demandes. Ouais, très bien. Depuis l'intégration de Copilot à Bing, Google a réagi avec Gemini. Alors j'ai passé le passage Bard parce que c'était un lancement assez chaotique et je pense que je ne serais pas trop contredit. Ensuite, il y a eu Search Generative Experience qui est actuellement en test et déployé publiquement un petit nombre d'utilisateurs. D'autres acteurs à la frontière du moteur de recherche se sont lancés dans la course comme Perplexity. Qu'est-ce que l'arrivée des agents conversationnels ou moteurs de réponse, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, implique pour les marques versus le moteur de recherche ? On a vraiment vu un cercle vertueux en fait sur 3 éléments. Le premier, c'est que Copilot apporte une plus grande portée d'audience, puisqu'en fait maintenant on est capable de comprendre des requêtes qui sont de plus en plus complexes, puisqu'on a vraiment une vraie profondeur de conversation, on comprend mieux l'intention en fait de l'internaute, ce qui, au fur et à mesure de l'utilisation, permet de créer des nouvelles opportunités pour les marques, pour les agences, d'identifier ou en tout cas de toucher des internautes et des requêtes sur lesquels il n'y avait pas de publicité avant. Ça, c'est effectivement le premier élément. Le deuxième élément, c'est que si on reprend aussi la force du conversationnel, on va dire, c'est que ça permet aux requêtes larges d'arriver plus vite à une intention d'action. Donc ça, c'est le premier effet positif, c'est d'avoir une plus grosse portée d'audience. Le deuxième élément, c'est qu'on a davantage de pertinence aussi. À force d'échanger avec nos internautes, on comprend mieux leurs besoins, on comprend mieux aussi finalement ce qu'ils recherchent, et donc on adapte finalement les messages qui sont poussés et qui sont envoyés aux réponses, ce qui permet d'aller chercher un maximum de ROI pour nos annonceurs. Et le troisième élément qui est cause à effet, c'est effectivement une réduction du temps. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on se rend compte que la durée du parcours des internautes en fait diminue sur Copilot quand les recherches augmentent, ce qui fait qu'on arrive, j'ai envie de dire, à une conversion, à une intention d'action qui est beaucoup plus courte que sur la recherche traditionnelle. Intéressant. Google d'ailleurs avait communiqué, alors c'est une information, une moyenne, mais lors d'un événement search, il fallait en général 8 requêtes pour aboutir à la solution de la question. Tu as peut-être un équivalent dans un Copilot ou pas forcément? On n'a pas forcément cette information. Ce qu'on sait juste, c'est que sans surprise, plus on dialogue avec l'agent et plus on arrive à ce qu'on recherche ou ce dont on a besoin. Alors l'une des craintes des marques, mais aussi des SEO qui sont dans la salle par rapport à l'IA générative, concerne la potentielle perte de trafic, puisque si l'IA générative fournit la réponse, évidemment, il n'y aura peut-être plus besoin d'aller sur le site web, trouver la réponse et plus encore. Quelle est la réponse de Microsoft à cette crainte et qu'est-ce que vous constatez concrètement dans les usages de Copilot et finalement où est-ce que vous situez Copilot, même si tu as commencé à y répondre, dans la search experience? Alors, on a aussi quelques chiffres et déjà quelques insights à ce sujet. On se rend compte finalement qu'on a vraiment un usage qui est complémentaire aujourd'hui entre ce qu'on va appeler le search classique et le search conversationnel. On a des études qui montrent que finalement quand on a un internaute qui sait exactement ce qu'il veut, il va toujours finalement utiliser le moteur de recherche traditionnel puisqu'il a l'information, il va utiliser des requêtes qui sont courtes et il va aller directement, en tout cas il va droit au but. En revanche, quand on a des internautes qui savent plus ou moins ce qu'ils veulent et qui sont en recherche de quelque chose, c'est là où ils vont utiliser Copilot. En France, on a 67% des prompts qui sont sur de l'informationnel,
23% qui sont sur de la création, et le reste, ça varie entre de l'analyse et juste du chat pur et dur avec l'agent. Donc en fait, on a Copilot qui intervient un peu plus haut dans le funnel. Oui, c'est ça. On va chercher à s'informer, à s'éduquer, à apprendre, j'ai envie de pas devenir expert sur un produit, à mieux comprendre en tout cas les tenants et aboutissants d'un produit, d'un sujet en particulier. Et c'est là où en fait les synergies SEO, SIA, elles sont encore plus importantes qu'aujourd'hui, puisque on les retrouve dans la partie Copilot, mais c'est là où ça va être la prochaine étape, c'est de pouvoir s'adapter à ces nouveaux univers, à ces nouveaux environnements, et de continuer les bonnes pratiques. Très bien. Très bien. Donc effectivement, Copilot intervient plus haut dans le funnel. Moi, je suis assez surpris, mais agréablement, par 67% des prompts se font sur l'informationnel. Donc effectivement, il y a bien une recherche qui démarre avant de conscientiser son besoin par le Copilot, et c'est intéressant puisqu'il va se retrouver un peu partout, comme tu le disais, dans vos produits. Donc ça accélère clairement les choses. Probablement que ça va réduire aussi un petit peu la mainmise de Google, mais c'est une interprétation personnelle. Quand on a préparé aussi ce point, on parlait un petit peu de SEO et de Fabrice Canel et des produits, des services qui sont mis à disposition des SEO. Là-dessus, tu peux peut-être rappeler ce qui est mis à disposition. Effectivement, donc si vous ne suivez pas encore Fabrice, je vous invite à le faire sur LinkedIn, parce que pour le coup, il prend vraiment beaucoup la parole et il tient à cœur de partager toutes les nouveautés sur Bing et sur des sujets SEO. Ce que Fabrice recommande sur la partie SEO et comment on peut gagner de la visibilité dans Copilot, c'est finalement de continuer les bonnes pratiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire adopter Index Now pour actualiser son contenu en temps réel, utiliser le Bing Webmaster Tool pour un peu manager sa présence en ligne, mais également parfois de tester Microsoft Clarity, qui est un outil gratuit et qui permet en fait d'analyser le comportement de l'internaute sur votre site, qui à la fin, l'idée c'est d'impacter positivement un peu le business, puisque vous pouvez tester du coup vos landing pages, voir un peu comment l'internaute interagit sur les pages, etc. etc. Et d'ailleurs, est-ce que dans Bing Webmaster Tool, on retrouve les statistiques de clics ou d'impressions de mon site, de ma marque, en termes de chiffres? Alors aujourd'hui, on considère vraiment Copilot comme étant une extension de Bing. Donc quand vous naviguez au sein du Webmaster Tool, vous avez la possibilité finalement de filtrer les sources de votre trafic. Et aujourd'hui, on a compilé web et conversation, puisque encore une fois, on considère vraiment cela comme une extension. Peut-être que demain, on aura un distinguo, tout à fait. Ça, pour l'instant, j'ai pas la réponse. Merci Charles. On parlait de Fabrice Canel. Il a déclaré là début avril dans Search Engine Roundtable que l'utilisation de Bing s'étendait au-delà finalement du moteur de recherche et au-delà de ce que de nombreux SEO peuvent imaginer, puisque c'est vrai qu'on compare souvent Microsoft, Bing et Google en termes de part de marché, notamment à travers StatCounter. En tout cas, par rapport à StatCounter, on voit bien qu'il y a un petit affaissement de la part de marché de Google sur desktop au profit direct de Bing. Ça a été souligné par Lily Ray aussi sur X, sur Twitter. Est-ce que concrètement tu confirmes? Est-ce qu'il y a bien un effet GPT pour Bing? Et ensuite, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'étendue de cet écosystème Microsoft? Alors, ce qu'a apporté Copilot, c'est sûr, c'est une nouvelle audience. En tout cas, ce qu'a apporté Copilot dans Bing, c'est effectivement une nouvelle audience. On s'est rendu compte qu'il y avait des internautes qui n'avaient jamais effectué de recherche sur Bing, qui sont rentrés par Copilot, ce qui implique que on a dépassé la barre des 5 milliards de chats en à peine un an qui ont été effectués. On a 10% de visites supplémentaires qui ont été effectuées sur Bing.com, et ça nous a permis de franchir un peu la barre symbolique des 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Et on a su travailler un peu cette rétention, puisqu'on n'est jamais repassé en dessous. Et en plus, on a des internautes qui sont hyper engagés avec l'ensemble de l'écosystème Microsoft, puisqu'on a des études qui montrent que ces gens qui sont passés par Copilot et par Bing passent 50% de plus de temps sur notre écosystème. Oui, c'est pas neutre. Ouais. Donc un peu moins de 1,5 fois plus. Et en plus,
là où entre nous, pour être hyper transparent, on n'était pas non plus super fort sur du mobile, on s'est rendu compte qu'en fait c'est des internautes qui sont hyper immergés sur ce device et nos requêtes mobiles ont également doublé. Donc ça a quand même un impact qui est fort. Le deuxième élément, c'est qu'on a souvent des questions qui nous sont posées sur est-ce que Copilot va nous cannibaliser du trafic versus du Bing classique. Et ben en fait non, on se rend compte qu'on a des études qui disent que Copilot, et on l'a vu dans les usages, c'est ultra complémentaire. Aujourd'hui c'est une expérience qui est additionnelle plutôt. Oui. On a une bonne interaction aussi avec nos publicités puisqu'on intègre finalement des annonces payantes dans ce cadre-là. Donc c'est là où c'est assez intéressant, c'est qu'on a une bonne rétention, on a un bon engagement et comme on le disait précédemment, une meilleure connaissance de toutes ces requêtes qui sont effectuées sur notre moteur de recherche. Et puis c'est loin d'être fini puisque vous finalement vous avez déployé Copilot dans 365, dans Edge, mais vous l'avez même pas fait encore dans Windows. Exactement. Alors effectivement, en fait Copilot, on va parfois au-delà de Bing. D'ailleurs, on a lancé une application dédiée Copilot qui est disponible gratuitement sur iOS et Android, qui est connectée effectivement à Bing. On le retrouve dans tout l'écosystème que tu as cité et surtout, on va le déployer dans Windows. Windows, c'est 1 milliard de devices dans le monde. Donc en fait, on est en train de multiplier également les points d'entrée, les points de contact avec de futurs prospects pour les marques qui annoncent ça. Ouais, 1 milliard, c'est monstrueux, effectivement. Très bien. J'aimerais qu'on parle aussi de l'impact sur l'advertising aussi. Concernant les solutions publicitaires, quels sont les formats que vous proposez dans ce nouvel écosystème? Et puis, justement, quels sont les formats innovants aussi attendus ces prochains mois, peut-être aussi grâce à l'IA? Alors, on a lancé la publicité dans Copilot dès le premier jour. Je me répète un peu, mais effectivement, on a vraiment vu Copilot comme étant une extension de Bing. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, et c'était assez plug and play, toutes les campagnes qui étaient déjà programmées en SIA dans la plateforme Microsoft Advertising, on a repris l'ensemble de ces éléments créatifs, des RSA, les flux shopping, les annonces multimédia, les différentes extensions, les formats verticaux qu'on a lancés également, du Automotive Ads, etc. Donc, en fait, tous ces éléments-là sont d'ores et déjà repris et injectés dans Copilot. Le déclenchement, il est ultra basique, ça reste du search. Dès qu'il y a un prompt qui est envoyé, l'IA va se concentrer sur 2-3 mots-clés qui sont en fait les termes de recherche, qui vont appeler les mots-clés, les groupes d'annonces et l'annonce en question. Donc il y a toujours une pertinence entre les requêtes de nos internautes et les formats, et en tout cas les pubs qui sont envoyés. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est qu'on a un impact qui est assez significatif sur la publicité, puisque étonnamment, on a des internautes qui préfèrent Copilot avec de la publicité que quand il n'y en a pas. Oui, ça c'est drôle. Ce qui est quand même assez drôle à l'époque où il y a 8-10 ans, on parlait aussi des adblocks sur des marques médias, etc. En fait, là, en l'occurrence, on se rend compte qu'on a des engagements qui sont plus forts. On a deux métriques qui le confirment, c'est que, en l'occurrence, sur du taux de clic, on a des taux de clic qui sont multipliés par 2 sur les annonces payantes de Copilot versus la mainline classique dans le SERP. Et le deuxième élément, c'est que les réponses qui sont poussées permettent aussi de réduire, on va dire, le temps d'achat ou le parcours conso de 2. Enfin, c'est divisé par 2. Donc on prend moitié moins de temps à arriver à une conversion, à un acte d'achat quand on passe par Copilot qu'une recherche classique. Ouais, énorme. Quelle est la roadmap des évolutions à venir, plus précisément? Comment l'IA va être intégrée à la plateforme advertising? Alors, on a rendu Copilot disponible dans la plateforme Microsoft Advertising, donc là où on paramètre toutes nos campagnes pub. On voit vraiment cela comme étant un agent, encore une fois. Donc, vous pouvez demander à Copilot de l'aide à la création de campagnes, sur du troubleshooting, sur également de l'aide à la création d'images, de titres, de descriptifs. Donc, vous pouvez envoyer un prompt et ça vous fera un visuel. Ce que je vous disais également en préambule, donc nous, on s'est pas mal transformé. On a racheté un acteur du retail média. On a lancé un retail média Creative Studio qui accompagne les marques sur des créatifs sur l'ensemble des leviers, donc sur du site, hors site et même en magasin. Et surtout, le deuxième élément, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a une réelle convergence de la part des éditeurs et des applications à créer un chat, ou en tout cas de créer un univers conversationnel. Et du coup, on a rendu disponible Chat Ads pour API à ces acteurs-là. Donc on a par exemple des partenariats avec Baidu, Snap et Axel Springer en Allemagne qui ont créé un chatbot et dans lequel ils injectent
nos pubs et ou en tout cas cette capacité de monétisation. D'accord. Là, on parlait d'écosystème tout à l'heure. Là, on voit que c'est encore plus étendu, quoi. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, ça va au-delà du search. C'est-à-dire que quand on est sur Snap et qu'on a effectivement des requêtes qui sont effectuées, on sort un peu d'un écosystème classique. On arrive vers la fin, avant de laisser place aux questions des personnes qui nous écoutent dans l'audience, dans l'assistance. L'une des grosses attentes concernant l'évolution des copilotes ou agents conversationnels, c'est le développement aussi des réponses multimodales. Alors moi, j'ai une série de mini-questions sur cette partie multimodale qui évidemment m'intéresse beaucoup. J'en attends beaucoup. Qu'est-ce que l'on peut déjà faire aujourd'hui en multimodal avec Copilot? Alors bien évidemment, on peut effectuer des recherches sur le web, on peut aller chercher, s'informer, on peut coder, on peut traduire, on peut créer des visuels, on peut lui demander de créer des poèmes, des chansons. Voilà, et on peut faire quand même pas mal de choses aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous avez beaucoup d'interactions vocales aujourd'hui? Alors on va pas parler de vocal search, mais en revanche on se rend compte c'est que aujourd'hui on a un usage mobile qui est beaucoup sur du speech to text ou sur on va dicter finalement sur nos messageries, etc. ce qu'on veut dire. On se rend compte que Copilot aussi sur mobile bénéficie de ça, donc on a pas mal d'entrées vocales, en tout cas sur dicter ce qu'on veut sur Copilot. C'est un usage qui se démocratise, quoi. Tout à fait. Et quid de la vidéo? On a tous été bluffés par Sora. Est-ce qu'il y a des projets autour de la création vidéo, peut-être au sein même de Copilot, voire demain de la plateforme advertising? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on n'a pas accès à Sora. Peut-être que dans un futur proche, on aura, mais pour l'instant, j'ai pas l'info. Et moi, j'ai une dernière question. Au mois de novembre, lors d'un webinaire, je m'étais amusé à imaginer une autre approche du search qui passerait donc par un copilot, mais entre un utilisateur et un copilot, et dans la conversation dans laquelle finalement la marque pouvait entrer en connexion avec l'utilisateur sans même aller sur le site, mais avec une API qui viendrait se plugger au copilot. Est-ce que ça c'est encore trop fantasmagorique, ou est-ce que c'est déjà concret? Est-ce qu'on peut le faire? Tu vois, ça c'est un autre exemple d'interopérabilité avec ChatGPT. Un peu la prochaine étape, on va dire, ça va être le développement de fameux plugins. Ces plugins-là, ça va servir en quelque sorte de créer un peu le lien manquant, j'ai envie de dire, entre une marque et l'utilisateur. Donc si je prends un exemple concret, vous allez préparer un dîner pour ce soir, vous avez demandé à Copilot la recette d'un gratin dauphinois, je dis n'importe quoi, et vous allez lui dire aussi ce que vous avez déjà dans votre frigo. Donc Copilot va vous sortir un peu les besoins qui sont manquants, dont vous avez besoin pour compléter la recette. Et si on a un Auchan, un Leclerc, un Intermarché qui a développé un plugin pour Copilot, et en fait Copilot va pouvoir envoyer tous les produits dans le panier du distributeur en question. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir visiter le distributeur, le site, et valider la commande, les produits qui ont été envoyés, etc. Ça, c'est un premier exemple de plugin. Le deuxième, ça peut être sur du voyage. On prépare un voyage à Venise. Il y a Air France qui pousse des billets aller-retour en fonction de ce que vous avez renseigné comme date. Pareil, ça peut être mis au panier et ça facilite, on va dire, l'action d'achat. Donc ça, c'est quelque chose qui va être faisable cette année, quoi. Alors, les plugins, d'une certaine manière, sont déjà faisables. Il faut effectivement maintenant trouver les ressources pour le développer. D'accord, génial. Merci beaucoup, Charles, pour tes réponses, et notamment chiffrées et certaines illustrées. Ça permet d'aller un petit peu plus loin. On a jusqu'à 10, donc on a encore 5-6 minutes pour répondre à des questions du public. Profitons-en, alors je ne sais pas si Charles aura réponse à tout, mais en tout cas, c'est l'occasion de poser des questions sur ces nouveaux usages. Alors, déjà, est-ce que vous avez une question mug? Et oui, il y a une question mug, absolument, tout à fait. Merci pour le rappel. Absolument. Quel est le pourcentage de prompts qui s'effectue sur de la prise d'information? Alors j'ai vu une main se lever, je ne sais pas si c'était la première, mais si c'est la bonne réponse, ça a levé la main là ici. Hop, je vais passer par là. Oh non, mais dans le micro c'est mieux. Merci. 67. Tout à fait. Bravo. Super. Excusez-moi. Ouais, je veux bien une petite passation. Merci.
Allez, à vos questions. Eh ben, parfait. Du coup, merci beaucoup pour l'intervention. Alors, une question que je me pose toujours avec mon équipe, notamment l'équipe qui travaille sur le SEO, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui de bloquer les bots AI, de crawler sans contenu? Donc, on a plusieurs typologies de sites. Pour notre cas, c'est plus un site de lead gen. Donc voilà, on n'est pas un marchand d'informations, mais je suis curieuse quand même de savoir c'est quoi les stratégies et les possibilités. Alors, si vous faites du lead gen, mon avis simple et clair, c'est qu'il n'y a aucune raison de bloquer les pages de votre site aux IA génératives, parce que si vous souhaitez apparaître et être mentionné dans les conversations, il faut justement que les IA génératives aient accès à vos contenus. Donc j'ai plutôt envie de dire, jouons cette nouvelle opportunité pour se retrouver dans les conversations, comme on l'illustrait à travers Webmaster. Si en revanche vous vivez de l'information et des abonnements liés à l'information, j'ai tendance à penser, mais on peut totalement en débattre, qu'il n'y a pas vraiment intérêt de le faire, et peut-être qu'il y a plutôt un intérêt à passer un accord, comme a pu le faire Axel Springer avec OpenAI, comme Le Monde a pu le faire avec OpenAI aussi, et c'est en tout cas la voie qui semble être prise pour les médias. Mais sinon, aucun intérêt a priori, de bloquer les IA génératives. C'est mon point de vue. D'autres questions ? Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une petite question sur Copilot dans Bing à propos des liens qui sont utilisés et qui sont présentés à la fin de la conversation. Est-ce que ce sont globalement des liens qui reprennent le top 10 des positions sur la recherche équivalente sur Bing, ou est-ce que vous avez quelques stats là-dessus, c'est pas du tout les mêmes? Quelle est un peu la répartition de ces liens? Alors, on n'a pas la visibilité sur la répartition, si c'est le top 10 ou autre. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a un peu de la longue tail, on va dire, d'articles qui sont repris. Mais comme on se concentre sur pas qu'un seul élément quand un prompt est envoyé, donc on a effectivement la requête, on a encore une fois les différentes conversations, historiques de conversations qui sont prises, on a les métaprompts plus toutes ces recherches, donc finalement on n'a pas la réponse, j'ai pas l'élément clé. Ce qu'on sait juste, c'est qu'on essaie d'apporter vraiment déjà de la pertinence à la réponse avec tout ce qu'on a pu avoir en termes de connaissances, et après de pouvoir citer cette source. Si on a 2 minutes encore, ou 1 minute. 1 minute. Allez, j'avais une dernière question. On s'est focalisé sur le partenariat d'OpenAI et de Microsoft, mais vous avez d'autres partenariats avec d'autres acteurs de l'IA en place, ou à venir d'ailleurs. Oui, alors... le temps passe vite, mais je crois que c'était il y a 1 mois maintenant. On a aussi partagé un autre partenariat avec Mistral AI. L'idée, effectivement, vous l'aurez compris, c'est que il y a toujours ce double effet de pouvoir les accompagner sur nos structures Azure, mais c'est aussi de pouvoir avoir, nous, dans notre portefeuille, la possibilité de proposer aux clients des grands modèles de langage qui sont adaptés à leurs besoins. On sait que Mistral 7B, c'est très bon sur étudier des documents qui sont longs et d'avoir cette profondeur de texte. On sait qu'un chat GPT, ou en tout cas un GPT-4, ça a d'autres avantages. L'idée, c'est vraiment de pouvoir compléter ce portefeuille de solutions et de pousser le meilleur LLM en fonction du besoin du client. C'est parfait. Merci beaucoup, Charles. Merci infiniment d'être venu et d'avoir répondu présent. Timing parfait.